Bonjour et bienvenue dans le second épisode de mon podcast Comme les autres, dans lequel je vais vous raconter en détail mon parcours autour de mon hypersensibilité pelvienne. Aujourd'hui, j'ouvre une porte un peu plus personnelle de ma vie, dans l'espoir qu'elle résonne un peu avec la vôtre. Je vous invite un peu en fait dans une partie de mon jardin secret que je raconte de plus en plus parce qu'il a longtemps été vraiment protégé, en essayant de passer par-dessus une certaine honte que j'ai ressentie pendant longtemps. Donc, trêve de bavardage et je vous laisse du coup avec la suite de l'épisode. Je dirais que tout a commencé à la fin de la primaire, donc je sais pas, vers 8-9 ans à peu près. J'avais des douleurs quand je faisais du vélo. Vous savez que les selles de vélo, ça me procurait en fait des sensations de brûlure au niveau du coup de mon intimité. Je vous avoue qu'au début, je pensais que c'était assez normal. Et puis, enfin, qu'on se le dise, je faisais pas du vélo tous les 4 matins, j'aimais pas ça. Donc en fait, plus je pouvais esquiver, mieux je me portais. Donc c'est vrai que je me posais pas trop de questions et j'en parlais même pas du tout, à vrai dire. Après, alors ça paraît peut-être être un détail, mais je précise quand même que autant mon père est un peu plus pudique que ma mère, mais c'est vrai qu'on a toujours été assez ouverts sur le sujet. On nous a toujours expliqué comment ça fonctionnait, les règles, la sexualité, etc. C'est pas du tout un sujet qui est tabou chez moi. Donc la raison pour laquelle j'en ai pas parlé, ça n'est absolument pas vis-à-vis de la pudeur de mes parents ou du tabou qu'il pourrait y avoir, mais vraiment juste parce que dans ma tête, c'était rien d'anormal, quoi. C'est au collège que les choses ont commencé un peu à se gâter, je dirais. Parce que forcément, on arrive à la période où toutes les copines ont leurs règles. Et je faisais de la natation depuis quelques années. Donc c'est vrai que la question des tampons a commencé à se poser. J'ai essayé. J'ai essayé. J'avais très très peur parce que moi, l'idée que quelque chose rentre dans mon corps, déjà, ça me... J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à passer au-dessus. Et en plus, j'avais ressenti une douleur très très vive, du coup, toujours au niveau de mon intimité, toujours la même douleur en fait que pour les selles de vélo, cette espèce de douleur, cette espèce de brûlure. Et ça me faisait à peu près la même sensation quand je m'asseyais, mais ça allait encore, c'était très anecdotique comme douleur. J'en ai du coup parlé à ce moment-là à ma maman qui m'a dit que c'était juste pas trop le moment. Et que du coup, vu qu'au début ça pouvait faire peur, ça pouvait ne pas marcher, et puis c'était aussi une question de est-ce qu'il y avait assez de sang, etc. Mais vraiment, rien de... Personne ne s'est vraiment posé de questions, quoi. Et puis moi, je connaissais pas, et c'est vrai que mes règles s'arrêtaient dès que j'allais dans l'eau, vu que j'avais pas un flux j'avais pas trop de flux. Donc c'est vrai que ça a jamais été trop dérangeant. Mais c'est quand même à ce moment-là que j'ai senti... que j'étais un peu différente, enfin j'ai commencé à me sentir différente en tout cas. Je me demandais si c'était normal, sans forcément aller beaucoup plus loin dans la réflexion. J'en ai parlé avec ma meilleure copine à l'époque, qui elle me disait que ça lui faisait pas mal, mais qu'elle en savait rien, quoi, qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Enfin c'est l'aveugle qui guide l'aveugle finalement. Après, arrivé au lycée, bon le lycée c'est un peu le moment des premières découvertes sexuelles pour certains et certaines. Moi, c'est vrai que j'étais pas du tout prête, j'en avais pas envie, pas d'occasion, j'avais toujours pas de possibilité en fait de mettre un tampon sans que ça me fasse mal. Donc j'étais plus concentrée sur ça que sur les rapports sexuels. Et quand je m'asseyais, ça avait un peu empiré, c'était devenu de moins en moins anecdotique. C'était beaucoup plus présent dans mon quotidien. J'en parlais toujours pas trop. J'étais restée, je pense, sur le collège où en gros, on savait pas trop, on en avait discuté sans plus. J'en avais quand même parlé à ma mère, on l'avait un peu évoqué. Elle m'avait dit que quand je m'asseyais, ça pouvait être normal si par exemple j'avais un jean qui était trop serré, ce qui est normal, quand on a un jean trop serré, c'est normal que ça brûle. Elle m'a proposé qu'on aille voir une gynécologue à l'occasion, mais vous savez comment c'est les gynécologues, ça prend, comme tout personnel médical, il en faut pour des mois pour avoir un rendez-vous quand vous n'êtes pas patiente déjà connue.
Ça commençait à me faire sentir mal, mais j'y pensais pas tous les jours, vu que c'était pas tous les jours non plus. Et puis la douleur était quand même soutenable, donc ça allait. Après, je vais pas vous mentir que c'était le début de mon anxiété, avec le bac, etc. Ce qui a fait que non seulement je faisais quelques crises d'angoisse, pas tout le temps, hein, je dirais que j'en faisais peut-être une par mois, mais ça a pas non plus, toutes ces douleurs-là n'ont pas aidé, et je pense que l'anxiété n'a pas aidé aux douleurs. Vous savez, je pense que ça marche un peu en synergie. Donc jusque-là, je m'étais pas encore trop posé de questions. Ça me dérangeait, je me commençais à me sentir un peu, ouais, pas différente comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça allait encore. Et c'est vraiment le début du post-bac qui a été pas encore l'enfer, mais presque. Là, je montais dans l'ascenseur qui allait me descendre en enfer. J'ai eu la petite métaphore. J'ai eu mon premier copain, donc qui dit premier copain dit première préliminaire, qui se sont retrouvées être extrêmement, mais quand je dis extrêmement, c'est extrêmement douloureuse. Après, rien à signaler, hein, il a été vraiment compréhensif, etc. Enfin, il savait que pour moi c'était le début, etc. Donc, il m'a jamais fait sentir mal une seule seconde vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que du coup, là pour le coup, je me suis dit chelou. Je vais commencer à me renseigner et j'entendais déjà parler sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, de tout ce qui était vaginisme, etc. C'est à l'époque où on en parlait de plus en plus. Donc j'ai eu un premier rendez-vous gynécologue. On m'a justement parlé du vaginisme et elle m'a donné une crème, la crème Mucogine. Je pense que si vous êtes dans le même cas que moi, avoir des douleurs qui font des sensations de brûlure, c'est sûr qu'on vous l'a déjà proposé. Et on m'a aussi proposé des exercices pour détendre le vagin, qui consistait en gros à me mettre sur un ballon de yoga et à contracter du coup mon périnée. Et j'étais censée sentir que mon corps, enfin que mon bassin un peu se levait et pousser après pour sentir du coup mon bassin se coller un peu au ballon. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais c'était ça en quoi il consistait. Je me suis aussi vraiment beaucoup plus renseignée. C'est vraiment devenu mon sujet principal sur les réseaux sociaux, les documentaires, etc. Et je suis allée voir une sexologue dans un hôpital public. Donc, je payais pas la consultation. C'était 99 € la consultation, 90 €, mais je la payais pas. C'était remboursé par la mutuelle et pris en charge par la sécurité sociale. Il faut savoir que j'aime bien quand les choses sont vite prises en main et qu'elles se résolvent vite. J'aime avoir un problème, passer à autre chose. Vous savez, je n'aime pas quand ça traîne du tout. Donc j'aime bien que ça va très vite. Je prends rarement le temps de prendre un rendez-vous. Si je dois prendre un rendez-vous, je l'ai fait dans les 2 jours qui suivent et puis voilà quoi, j'enchaîne. Je suis tombée sur une dame un peu bizarre. Je vais pas vous mentir qu'elle était un peu chelou. Elle était un peu dans son monde. Elle m'a expliqué des choses sur la natation, comme quoi le fait que j'ai nagé pendant des années, ça avait rendu mon corps trop tonique. Et que du coup, mon périnée était bien trop tonique, qu'il fallait faire des exercices avec un vibro pour détendre à un point juste au-dessus du clitoris, etc. Il y a un point qui en fait détend sans donner du plaisir, qui vraiment est fait pour détendre apparemment. Enfin, elle menait une thèse là-dessus, donc elle est partie du principe que ça marchait forcément. Est-ce que ça marche, qu'on se le dise? Je sais pas du tout. Peut-être que ça dépend des gens. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans sa thèse. J'ai arrêté de la voir. Elle m'a parlé... elle me parlait de trucs trop bizarres. Genre, parfois, elle me disait, oui, il vaut mieux que tu fasses l'amour avec un Chinois plutôt qu'un Noir. Parce que forcément, ça a un plus petit zizi. Mais complètement what the fuck, genre. Donc au début, je vais pas vous mentir que c'était un peu drôle. Et en fait, plus on avançait dans les rendez-vous, plus elle me prenait pour une débile de première. Ça ne m'aidait pas, en fait, du tout. J'avais un rendez-vous tous les 3 mois et en fait, on parlait toujours de la même chose. Elle me réexpliquait tout ce qu'elle m'avait déjà expliqué au rendez-vous précédent. Elle prenait pas de notes sur les rendez-vous. Et elle m'a dit que c'était le début de... Enfin, non, c'est vraiment genre... une fois, on s'est un peu disputé, c'est la dernière fois que je l'ai vue parce que elle m'a dit... je lui ai dit que moi, je me sentais pas comme les autres, que je me sentais pas bien. Elle m'a dit, ah bah oui, c'est connu, vous êtes en sciences politiques, vous... donc forcément, vous êtes pas comme les autres... Donc un peu de manière condescendante, donc j'ai vraiment décidé de couper court avec cette dame. C'était vraiment en fait le début du
c'est dans ma tête. Vous savez, le fameux non, mais vous êtes trop stressé, c'est pour ça. Vraiment, ça, je dis ça comme ça parce que ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment gavé. Et je pense que si vous êtes, si vous avez beaucoup de rendez-vous médicaux pour X ou Y raison, ou en particulier pour ces choses-là qui touchent à l'intimité, je pense que vous avez dû en entendre des choses. Enfin, même n'importe quelle douleur chronique à base de oui, mais c'est dans votre tête. Hein. Genre, oh là là, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte, la non prise en compte de ce que le patient dit. Surtout qu'entre guillemets, ce qui m'a vraiment énervé, c'est le fait que ça parle de mon intimité. Donc, si je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est que ça n'est pas normal. Mais visiblement, ils ne comprennent pas tout ça. Attention, hein, je mets pas tous les médecins dans le même panier, c'est toujours pareil, mais vis-à-vis de mon expérience, c'est vrai que j'ai quelques doutes. J'ai complété un peu tout ça avec des exercices avec des dilatateurs qui m'ont aidé un peu à détendre. Ça s'est un peu ajouté aux exercices que la gynécologue m'avait demandé, où j'essayais du coup de passer toujours du plus gros en essayant de contracter, décontracter, voir ce que ça faisait, essayer un peu de comprendre les sensations dans mon corps. Mais je vais pas vous mentir que ça m'a pas trop aidé. Je les ai achetés sur Mon Périnée Shop. Ils étaient pas très chers. Enfin, je trouvais que ça allait. Donc voilà, si jamais vous voulez essayer, n'hésitez pas. Ils peuvent très bien faire office de sextoy du coup, hein. C'est vraiment pareil, ils appellent ça des bougies dans le secteur médical, mais ça ne ressemble pas du tout à une bougie. Il faut savoir qu'entre-temps aussi, j'ai rompu avec ce premier copain. Donc entre la rupture qui m'avait fait mal au cœur et à l'ego, on va pas se mentir, les rendez-vous médicaux par mois, j'en avais au moins 6 par mois, je pense. Le fait que je me sois faite virer un peu de mon taf, etc., bah ma santé mentale, en fait, elle a juste complètement chuté. Elle a chuté sévèrement. Et puis parfois, c'est le truc, vous savez, plus vous en faites pour essayer de vous en sortir, moins ça fonctionne. Euh, Plus, en gros, je l'avais de rendez-vous, plus je me prenais des remarques sur le fait que c'était dans ma tête, plus on me disait que j'avais rien, etc. Et en fait, plus ça devenait compliqué. Et ça a commencé à vraiment être le début de crises d'angoisse beaucoup plus régulières. Et tout simplement parce que les résultats attendus n'étaient pas là. Et forcément, toutes ces choses-là qui sont arrivées dans ma vie simultanément, donc comme je disais, le travail, la rupture et ces problèmes gynécologiques-là, en fait, ça touche tellement à votre confiance en vous que vraiment, mais je me sentais tellement mal. Je faisais des crises d'angoisse au moins tous les jours. Tous les jours, ça c'est sûr. Je ne saurais pas vous dire combien par jour à ce moment-là, mais je pense que j'en faisais une par soir. Et c'est vraiment un indice assez puissant pour deviner dans quel état mental je suis. C'est-à-dire que si je sais aujourd'hui que je recommence à faire des crises d'angoisse ou à prendre des anxiolytiques, je sais que ça va pas. Donc c'est vraiment c'est un très bon indicateur. Le début de l'enfer, c'est à partir du milieu de ma première année de post-bac, donc en février 2023. Donc j'étais plus du tout du coup avec le copain comme je disais tout à l'heure. À ce moment-là, j'ai pécho mon meilleur pote et on était un peu dans une relation. On voit où ça nous mène, non. Donc on était ensemble mais pas officiellement. Et on était assez clair sur le fait que qu'un ou deux était censé aller voir ailleurs. Je dis ça là et ça a quand même vraiment son importance. Mais vous savez, parce que vous savez déjà, je pense quand j'ai dit ça, que c'était vraiment une affaire bourbier et que ça va mal finir. Vous le savez. On sait tous comment ça se finit ce genre de choses. Le fait est que j'avais un peu arrêté les exercices, je les ai fait pendant à peu près 6 mois environ. Donc j'ai fait ma première fois, entre guillemets, avec ce garçon qui a été la pire chose au monde ever. C'est-à-dire que vraiment j'en ai fait des crises d'angoisse jusqu'il y a peut-être il y a pas si longtemps, jusqu'il y a 8 mois où j'ai dû voir une dame qui lui a fait de l'EMDR. Vous savez, là, c'est une technique dans laquelle vous bougez vos yeux pour replacer vos souvenirs au bon endroit et que enfin, c'est spécialisé dans les traumatismes, en fait, tout simplement. J'ai eu tellement mal, mais quand je dis tellement mal, c'est que j'ai jamais ressenti une douleur pareille. Et du coup, forcément, on a dû s'arrêter. Et vous savez, j'ai vu dans ses yeux qu'il était juste genre dégoûté. Et entre le fait que moi, du coup, je comprenais pas pourquoi j'ai eu mal aussi mal alors que, si c'était alors que j'avais fait les exercices et tout, le fait que du coup, ça me complexait déjà à l'époque, cette hypersensibilité pelvienne. Bon, je sais pas ce que c'était, mais voilà.
le fait que du coup il me regarde comme ça et le fait que en fait j'avais l'impression aussi d'avoir raté ma première fois. Et alors ça paraît débile dit comme ça, mais en fait je pense qu'on fait tellement beaucoup autour de ce moment-là, on le on en fait tellement quelque chose de d'important comme moment, de sacré, que du coup en fait dans les films etc. Qu'en fait bah ça c'est pour moi c'était un échec total. Et en rediscutant avec des copines, j'étais en mode mais la tienne elle s'est bien passée de première fois. Et c'était en mode bah en fait non c'était pas fou. Et du coup j'étais en mode mais pourquoi dans ce cas tu m'as dit que c'était bien si au final c'était pas bien. Enfin il y a tout un truc, une sacralisation un peu de ce moment-là qui en fait est et je pense que c'est fait pour pas faire peur. Mais parce que toutes les premières fois ne se passent pas mal, hein, bien évidemment. J'étais dans un cas assez particulier, mais c'est jamais comme on voit dans les films ou comme on dit que c'est, tu vois, on ne dit pas oh ça va être magnifique. Bah non, en fait, personne nous dit bon bah en vrai tu vas voir c'est pas fou comme moment, ça va s'améliorer avec le temps. Non, toujours on dit que c'est le meilleur moment de sa vie, bah non pas du tout. Et c'est vraiment, j'ai vraiment ressenti les pires douleurs au monde et je faisais des crises d'angoisse mais tout le temps. C'est-à-dire que vraiment ce moment-là a été vraiment un traumatisme pour moi et pour mon corps du coup. Pour vous dire, j'ai eu mal pendant des jours. Je pouvais pas aller en cours et tout, et j'ai du coup vu un gynécologue d'urgence. C'était un vieux papy. Ça a été du coup la première fois que j'allais voir un gynécologue homme, un gynécologue vieux aussi, et ça a été du coup la première fois que j'ai subi des violences gynécologiques. Il m'a mis une sonde dans le vagin, et j'avais beau hurler à la mort parce que ça me faisait mal, il était en mode oh ça va passer, oh là là, c'est dans votre tête, oh là là, c'est rien, c'est votre hymen. Je sais pas quoi, mais l'hymen j'en ai plus depuis longtemps, mon hymen il est plus là en fait. Enfin, bref, le mec il disait que des bêtises et c'est n'importe quoi, il m'a changé de pilule aussi. J'étais sous la Lilou et il m'a mis sous Optimisette et en fait ça a fait revenir mes règles, etc. C'était catastrophique, vraiment échec monumental. Et c'est vrai que plus le temps avançait, plus mon meilleur pote pseudo-mec se transformait en ce qui se rapproche aujourd'hui le plus d'un pervers narcissique. Il se permettait des choses que je n'avais pas le droit de faire. Euh, Enfin, moi j'avais pas le droit de parler à d'autres mecs, etc. Lui il se gênait pas. C'est ce genre de choses. Et comme par hasard, oui, mais c'est pas pareil, moi, ce genre de choses. Je recevais aussi des commentaires ignobles de sa part. C'est toujours chaud froid, vous voyez. C'était ah Charlotte, t'es la plus jolie, patati patata. Et la seconde d'après, c'était en mode MD, faudrait pas que les gens nous voient en couple, ce genre de choses. Et toute cette partie-là, un peu, plus le fait de vous rendre compte que personne ne vous écoute, c'est-à-dire que même mes parents à ce moment-là, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Le regard de déception continuelle de sa part dès lors qu'on essayait d'avoir des rapports. En fait, ça vous fait perdre tellement toute confiance en vous et tout espoir, et c'est de la fatigue. C'est juste ça, c'est juste de la fatigue en permanence. Vous avez l'impression de vous battre contre quelque chose, contre plein de petites choses invisibles. C'est horrible. Et vous combattez à longueur de temps pour qu'on vous écoute et qu'on vous laisse pas croire que c'est vous en fait le problème. En fait, vous avez juste l'impression d'être une énorme merde. Vraiment, moi c'est exactement comme je me sentais et je pèse mes mots, c'est vraiment une énorme merde. J'ai l'impression d'être le bas-fond de la société, vous savez. Et le bas-fond des femmes en fait, je dirais même. C'est ce problème gynécologique qui m'a vraiment fait me donner l'impression que j'avais beaucoup moins de valeur qu'une autre ou que d'autres. Et je me suis rendu compte avec le recul que j'avais tout le temps envie de coucher avec ce mec, mais pas par désir pour lui en tant que tel, parce que j'étais amoureuse ou parce que je le trouvais beau, même si bien évidemment ça jouait, mais aussi pour lui prouver des choses. C'est un peu comme une hypersexualisation, vous savez, quand des femmes sont victimes d'agressions sexuelles, de viols, d'inceste, etc., où elles finissent après, en grandissant, par s'hypersexualiser. Bah là, c'était un peu ça, dans le sens où je voulais vraiment lui montrer que j'étais quelqu'un de valeur en lui donnant mon corps. Mais même si je sais qu'au fond, en fait, je ne voulais pas. J'étais en mode oui, mais j'ai envie, mais juste pour lui prouver que. C'est très clair ce que je dis. Le fait est que j'ai fini en dépendance affective de ce pervers narcissique. Et je faisais littéralement 6 crises d'angoisse par jour. Mais là, je ne.
n'amplifie même pas mes paroles, je faisais 6 crises d'angoisse par jour. C'était très long, très dur. Quand vous en faites en voiture, vous avez l'impression que vous allez mourir à chaque virage parce que vous avez l'impression de foncer dans des fossés, etc. Enfin, horrible. C'était une des pires périodes de ma vie, je pense. Je suis aussi partie dans le sud travailler, j'étais sauveteuse. Je suis toujours sauveteuse d'ailleurs. J'ai commencé à avoir mal à ce moment-là dès que je faisais pipi, j'étais vers Avignon. Ça faisait un peu comme, vous savez, les douleurs des infections urinaires. Donc quand vous faites pipi, ça brûle super fort et après ça vous fait comme un tic lors des dernières, des dernières mictions où on a l'impression que ça, c'est comme des couteaux qui vous traversent l'urètre un peu. Je sais pas si c'est très très bien expliqué. J'ai eu du coup des rendez-vous chez des médecins dans le sud. Autant dire que je pense que toute la France, tous les médecins de France ont vu mon entrejambe. C'est particulier. On m'a demandé à plusieurs reprises si j'avais eu des traumas. J'ai fait je ne sais trop combien de, comment ça s'appelle, de, vous savez, de tests urinaires pour les infections urinaires, etc., de frottis, et tout le patatras qui va avec. J'ai même d'ailleurs failli me faire violer par une biologiste qui voulait absolument me mettre en spéculum, alors qu'il n'y a pas toujours besoin pour les frottis d'être un spéculum, enfin, les prélèvements vaginaux, il y a pas besoin. Et je lui ai dit que j'avais mal, et elle avait un peu forcé et tout. Et en fait, j'ai fini par juste fermer mes jambes en mode, bah en fait, non, madame. Et ça avait été horrible aussi. Je me suis retrouvée face à des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui ne me comprenaient pas et qui comprenaient pas l'importance de ma douleur et qui, vous savez, ils vous regardent en mode, oh, mon pauvre, enfin, oh, ma pauvre, relou, quoi. Ça fera 25 €, vous me passez la carte vitale? C'est. Alors, vous allez me dire, oui, c'est logique, Charlotte, il faut passer aux gens d'après aussi, t'es pas la seule qui a mal, mais je vous jure que quand vous subissez une douleur pareille, en fait, vous pensez qu'à vous. Alors, peut-être très égoïstement, hein, mais en fait, vous voulez qu'on vous trouve un moyen de résoudre le problème. Donc, quand vous sortez encore découragé, en fait, enfin, je veux dire, vous rentrez dans la salle du médecin, vous vous dites, ah, peut-être qu'enfin cette personne-là aura une idée, peut-être qu'enfin cette personne-là est formée, et en fait, vous vous retrouvez à vous prendre en fait une claque dans la gueule, bah en fait, non, bonne journée, au revoir, quoi. Et en fait, vous êtes euh, laissé à vous-même, en fait. Donc, c'était beaucoup. Vous ressentez un peu de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère aussi, beaucoup de mépris face au corps médical. En plus, avec du coup mon copain, enfin mon pseudo-copain de cette époque, ça avance. Plus ça avançait, moins il m'aidait, plus il se comportait mal. En fait, je voyais que ça le gênait qu'on puisse pas, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, coucher comme tout le monde, que que ça faisait partie des choses qui le gênaient, qui l'empêchaient d'être un peu officiellement avec moi. Au début, je me suis dit, ah, c'est moi qui imagine ça, c'est juste toi qui n'as pas confiance en toi, t'es insécure et tout. Et aujourd'hui, quand je vois les garçons avec lesquels je fréquente et avec lesquels j'ai pu coucher, même en ayant des douleurs non résolues, donc en gardant juste cet aspect préliminaire en fait, tout en, tout en ayant beaucoup de plaisir avec ces garçons, que ça me dérangeait pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont quand même fait des heures de route pour venir me voir en sachant que il y avait ça. Euh, En fait, je comprends que lui, ça le dérangeait beaucoup. Ça le dérangeait vraiment, vraiment, et que c'était pas juste une question d'être insecure, mais qu'en fait, c'était lui qui n'avait pas assez confiance en lui-même pour pouvoir assumer d'avoir une copine avec ce genre de douleurs qui, de plus, ne sont pas de ma faute. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si la religion m'empêchait d'avoir des rapports et que, bon, dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, ok, il aurait peut-être voulu aller voir ailleurs. Non, c'est que vraiment là, je ne peux pas. En fait, c'est même pas que je ne veux pas. Surtout quand il aide pas, c'est un peu la honte. Le fait est que je voyais toujours ma psy à distance et on faisait des visios et je me sentais, comment vous dire, tellement mal au fond de moi-même. C'était vraiment, vous savez, ce mal-être où en fait vous vous levez, vous êtes démotivé, vous souffrez de l'intérieur. C'est comme si vous aviez une pression constante à l'intérieur de votre corps. Comme s'il y avait quelque chose qui vous poussait contre le sol, la gravité, que ça vous poussait contre le sol et tellement vous vous sentez lourd, vous avez mal au ventre constamment, vous sentez juste pas bien, vous êtes juste pas bien dans votre peau.
Et c'est justement à ce moment-là que cette psychologue m'a dit, mais en fait, Charlotte, t'es officiellement en dépression là. D'où ton mal-être et ton envie permanente de mourir en fait. Et j'avais vraiment juste l'impression d'être une merde. Je me faisais rabaisser à longueur de temps par mon copain, alors que je faisais ce que je pouvais tout le temps. J'étais en désespoir complet. J'appelais mes parents tous les jours, je pense, en pleurant. Et pourtant, c'était pas le moment où c'était le pire. Euh, Mes parents, d'ailleurs, qui ont finalement fini par comprendre qu'en effet, ce qui se passait avec mon copain non officiel, c'était pas normal, et ce qui se passait avec mon corps, c'était pas normal. Et il y a aussi eu vraiment un gros lien parce que c'est vrai que entre le moment où ça a dégénéré avec mon copain de l'époque et le moment où mes douleurs ont empiré encore, où ils sont passés un stade au-dessus, bah ça s'est lié quoi. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé au premier abord. Il y a vraiment un lien. Et en fait, je pensais à ce moment-là que ça pouvait pas être pire, mais j'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. Parce que j'ai continué à avoir des rendez-vous médicaux à des kilomètres de chez moi. Du coup, comme je vous ai dit, on m'a parlé de trauma. Même ma psychologue me l'évoquait un peu, surtout dans la mesure où justement mes douleurs urinaires avaient commencé lorsque du coup avec mon copain ça se passait pas bien. Donc ça, je vous l'ai expliqué juste tout à l'heure. Et la relation s'est terminée à la rentrée de ma deuxième année post-bac. J'ai mis fin après qu'il ait grosso modo dit à tous nos potes qu'il pensait pouvoir trouver mieux. Et je vous jure que cette phrase-là, hein, le je pense pouvoir trouver mieux, c'est une des pires choses que quelqu'un peut vous dire. Surtout une personne que vous estimez depuis tant d'années, parce que même si ça faisait que quelques mois qu'on était dans cette relation non officielle, ça faisait des années qu'on se côtoyait tous les jours, tous les week-ends, etc. Et ça, je pense que c'est un peu cette phrase qui m'a encore plus détruite. Parce que là, pour le coup, c'est comme si une personne que vous aimiez vous confirmait que vous étiez nul, inutile et vraiment horrible. C'est vraiment juste, j'ai même pas d'autre mot que horrible et c'est monstrueux de dire une chose pareille de quelqu'un. Vraiment, je ne me permettrai jamais de dire quelque chose de pareil à quelqu'un et j'espère que vous ne ferez jamais de même parce que c'est vraiment, excusez-moi l'expression, mais pédé plus haut que son cul, hein, on va pas se mentir. Donc, euh, donc voilà. Ça m'a vraiment ravagé en fait, psychologiquement. J'ai jamais autant eu mal au cœur de ma vie. Je me sentais vraiment plus bactère. Et, euh, et en fait, vous savez, c'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied. Et c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver. Que j'allais jamais me sortir de mon mal-être, que jamais les douleurs allaient s'arrêter, que j'allais jamais y arriver. En fait, ça m'a vraiment fait tomber encore plus bas dans ma dépression. Et j'ai fini par me mettre une deadline et me dire, et le dire aussi à mes parents, que si ça ne s'arrêtait pas, je mettrais fin à mes jours, du coup, le 31 décembre 2024. Soit par suicide assisté, ce qui m'a été refusé, du coup, par mon médecin à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des lois votées qui vont être votées par les députés. Mais du coup, il avait refusé et j'avais dit ça à mes parents en disant, ok, si le suicide assisté ne fonctionne pas, en vrai, j'en ai pas besoin et ma deadline est telle qu'elle est, telle que je vous l'énonce. Ça peut être un peu égoïste de ma part, euh, mais en vrai, je vais pas vous mentir, j'en voyais pas le bout. J'en pouvais plus. J'étais fatiguée psychologiquement, j'étais fatiguée physiquement. J'en pouvais plus. Et je suis retournée voir une gynécologue pour faire un contrôle de routine dans cette nouvelle ville dans laquelle j'étais pour mes études. Parce que du coup, je m'étais réorientée. Et j'en ai profité pour lui faire part de mes douleurs au cas où, et elle m'a inscrite au centre antidouleur de Nantes. Et ça a radicalement changé ma vie. Mais vraiment radicalement. J'en parlerai dans un prochain épisode en détail, en vous expliquant vraiment comment fonctionne le centre antidouleur, qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, etc. Mais en vous spoilant un petit peu, j'ai eu pas mal d'outils pour m'accompagner et j'en ai toujours et je reprends de plus en plus goût à la vie. Il y a toujours des choses qui bien évidemment ne vont pas, ça prend beaucoup de temps à sortir d'une dépression. Mais ne serait-ce qu'au niveau de mes douleurs,
Euh, Ça va vraiment beaucoup mieux. Euh, Quand j'ai mal, j'arrive à relativiser parce que ça arrive aussi. Je me suis mieux entourée et en fait c'est ces petites choses qui qui m'ont beaucoup aidée en fait. Et qui aujourd'hui m'aident toujours parce que même quand j'ai de renouveau mal, bah en fait j'arrive à faire en sorte que je n'ai plus mal peu de temps après quoi. Après aujourd'hui vous savez, j'en parlerai certainement plus en détail aussi dans l'épisode prochain. Je sais qu'aujourd'hui ce parcours médical il m'aura un peu traumatisée. J'ai toujours des a priori quand je vais chez le médecin, etc. Je doute beaucoup de, de, de leurs compétences. J'ai toujours du mal aussi à parler de ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas parfait, mais ça se stabilise dans le bon sens du terme. Du coup, merci à tous pour m'avoir écouté pendant cet épisode de podcast. J'espère que certains ont pu se retrouver dans ce que je racontais. On se retrouve du coup dans un prochain épisode dans lequel je vous raconterai en détail mon expérience au centre antidouleur de Nantes et comment ça a changé ma vision des choses, les outils aussi qui m'ont aidé et bien plus encore. Alors n'hésitez pas à me suivre et surtout restez branchés. Prenez soin de vous et on se retrouve du coup bientôt. Bisous!